Bonjour à tous. Donc effectivement, ma présentation se propose aujourd'hui de considérer un type de scène étroitement associé à la pratique cinématographique du réalisateur japonais Ozu Yasujiro, Ozu étant son nom de famille, qui est un cinéaste majeur qui a fait des films de la fin des années 20 à 1962. Donc ces scènes que le chercheur japonais qui s'appelle Hasumi Shigehiko appelle des scènes de communion montrent deux personnages, exceptionnellement trois, comme on l'a vu dans cette image de Ghost de Tokyo, film de 1932, qui sont assis ou debout côte à côte et qui regardent dans la même direction. Donc pour Hasumi, je le cite, le lyrisme d'Ozu ne s'exprime ni dans un échange de regards, ni dans le symbolisme psychologique de l'objet du regard, mais précisément dans le geste de deux êtres qui simultanément regardent un même objet. Fin de citation. Donc ces scènes dont on pourrait dire un petit peu rapidement qu'il ne s'y passe rien, sont ainsi structurées par deux pôles essentiels. Le premier est celui des corps qui se tiennent et demeurent dans le temps, et le second, celui des regards qui contemplent. Donc, ces qu'elles mettent en jeu ne concernent donc pas tellement le quoi de l'action, qui n'est presque rien, mais son comment. Ces scènes se rapportent donc à un mode possible de l'agir. Donc, le nom de scène de communion vient de ce que, pour Hasumi, elles interrompent le processus de disparition des liens familiaux, dont la logique est au cœur des films d'Ozu, qui les mettent de manière répétée en scène. Interruption que je me propose d'envisager suivant l'hypothèse que ce qui joue s'y rapporte à la famille, qui est entendue non pas tellement en des termes génétiques, claniques ou institutionnels, mais en tant qu'expérience de la communauté. Autrement dit, ces scènes possèdent une fonction de restauration pour la communauté qui est mise en péril dans les films d'Ozu. Elles en donnent une image. Donc comment toutefois deux personnes parlant à peu près pas, peuvent-elles donner une image de la communauté? Donc, mon hypothèse est que celle-ci correspond ou se rapporte à la manière dont la communauté est élaborée dans les travaux du philosophe italien Giorgio Agamben, où elle s'énonce à partir d'un rapport à la puissance, c'est-à-dire, comme on va le voir, d'une puissance qui se tient auprès de son impuissance. Et pour Agamben, en effet, je le cite, « communauté et puissance s'identifient sans raison ». Donc il y a beaucoup de choses, en effet, que ces plans ne sont pas, d'idées de la communauté auxquelles elles ne se rapportent pas. Particulièrement, il ne s'agit pas d'une multitude qui serait donnée à voir et dont il s'agirait d'identifier ce qui la rassemble, quel en serait le trait commun. Elle ne peut pas être abordée depuis la notion d'identité et de ces catégories qui seraient objectivées dans une liste de propriétés, par exemple rouge, français, musulman, pour reprendre les exemples d'Agamben. Il s'agit au contraire d'envisager la communauté à partir, et là je cite de nouveau Agamben, la neutralisation et l'échec aussi bien de l'identité que de la différence, et de toute leur recodification en entité juridico-sociale, donc les lecteurs, l'employé, le journaliste, l'étudiant, mais aussi le séropositif, le travesti, la pornostar, la personne âgée, le parent, la femme. Elle est donc à penser, cette communauté, et je cite encore, comme une singularité finie et toutefois indéterminable selon un concept. Donc il est remarquable en effet que dans les scènes des films d'Ozu, dont il est question, ce qui importe est le geste de deux êtres qui simultanément regardent un même objet, pour reprendre la formulation qu'en donnait Hasumi, et non pas la nature ou l'identité de cet objet. Ce vers quoi converge le regard des personnages se caractérise avant tout par son indétermination, qui en est la qualité décisive. Donc qu'est-ce qui se tient, donc, en effet, vis-à-vis des personnages assis ou debout, côte à côte? Donc, parmi les nombreuses scènes de communion peuplant la filmographie d'Ozu, certaines sont particulièrement célèbres, comme c'est le cas, par exemple, de la scène de la digue,
de Voyage à Tokyo, donc son film de 1953. Ici, le couple vieillissant assis sur la digue de la petite ville thermale d'Atami fait face à la mer et à l'horizon de la baie de Sagami qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. Un autre exemple significatif se trouve à la fin de Bonjour, dans son film de 1959, lorsque l'homme et la femme, dont la relation amoureuse est un fil secondaire du film, finissent par se retrouver par hasard sur le même quai de gare et ainsi s'y tenir debout l'un à côté de l'autre. Les deux personnages n'échangent alors que des considérations sur le temps qui fait, mais celles-ci les conduisent à lever les yeux vers le ciel, qu'ils contemplent longuement en commentant la forme des nuages. Enfin, dans Printemps tardif, film de 1949, le père veuf que sa fille va bientôt quitter pour se marier, et pour sa part, donc le père étant le personnage le plus loin de nous, que sa fille va bientôt quitter pour se marier, et pour sa part assis à côté de son ami, sur la galerie qui longe le jardin de pierre du monastère zen de Ryoanji à Kyoto. Donc au sein de ces scènes, j'aimerais m'attarder un petit peu sur cette dernière, dans laquelle les personnages font face au jardin de pierre du Ryoanji. Donc celle-ci, parmi la grande filmographie d'Ozu, celle-ci a sans doute participé à certains problèmes d'interprétation du cinéma d'Ozu, que certains commentateurs, donc Paul Schrader essentiellement, Donald Ritchie dans une certaine mesure, ont directement rapproché du zen, comme si ces films étaient une forme d'illustration des principes et de l'imaginaire suscités par cette branche du bouddhisme japonais. Donc un tel rapprochement s'appuie sur une lecture des choix stylistiques d'Ozu en des termes de dépouillement et de retenue, caractéristiques auxquelles sont ainsi accordées une valeur spirituelle en tant que telle. Ce genre de qualification est frontalement contesté par Hasumi, entre autres, qui décrit pour sa part le cinéma d'Ozu en termes de frénésie, d'exagération, d'excès, trait dont il souligne que l'enjeu est ce qu'il appelle lui-même la sensibilité cinématographique des spectateurs, c'est-à-dire notre capacité à être troublés par des phénomènes cinématographiques et pas seulement par des péripéties narratives ou des effets dramatiques. Donc, un des problèmes de l'interprétation du cinéma d'Ozu comme se référant au zen tient à ce qu'elle enjoint à voir dans la figuration du jardin de pierre du Ryoanji une transposition de principes déjà constitués, c'est-à-dire au fond à la considérer comme une imagerie de la spiritualité. Or, ce qui caractérise cette scène, au même titre que celle dont les vis-à-vis sont le ciel et la mer, c'est précisément le contraire. Il ne s'agit en aucun cas de la fixation dans le visible d'une image toute faite de ce qui serait spirituel. Donc le jardin du Ryoanji n'est pas à comprendre comme un symbole, mais dans toute sa concrétude matérielle, dans son obstination minérale. Donc je vais évoquer un petit peu ce jardin qui a été construit donc, à la fin du XVe siècle, peut-être début du XVIe. La date exacte de sa création, de même que son auteur, demeure inconnue. Il n'est pas le premier jardin de pierre à avoir été aménagé au Japon, dont l'élaboration est liée à l'implantation, depuis la Chine, de cette branche du bouddhisme qu'est le zen. Leur aménagement diverge ainsi de la tradition aristocratique héritée de l'époque dite de Heian, pour laquelle les jardins étaient des lieux d'agrément, conçus et arrangés pour se divertir, s'y promener, y canoter. Le jardin de pierre du Ryoanji se présente au contraire comme un rectangle de 200 mètres carrés, occupé par du gravier ratissé, parsemé de 15 pierres rassemblées en quelques groupes entourés de mousse. Ce n'est pas un espace à parcourir et à vrai dire, on ne peut pas y poser le pied. Par rapport au jardin de pierre le précédent, ce jardin innove par ce caractère particulièrement abstrait, construit sur un sol totalement artificiel, ce qui est alors inédit. Une telle abstraction tend à reléguer toute idée de référent paysager ou iconographique à son aménagement et suggère une fonction bien différente de celle des jardins d'agrément de la tradition aristocratique. Il ne s'agit plus de déambulation, mais de contemplation. Par rapport à l'ancienne tradition d'aménagement paysager, les jardins de pierre se distinguent également par le fait qu'ils sont, c'est évident, faits de pierre.
Ils sont donc dépourvus de la végétation et de l'eau, ruisseaux et étangs, qui composent habituellement les jardins et s'offrent au passage du temps. Leur altération inéluctable, la variation de l'aspect des plantes et des arbres, suivant les saisons, la mobilité permanente de l'eau, tout cela devait évoquer l'idée bouddhiste du caractère éphémère et transitoire du monde matériel, enseignement dont l'appropriation a été particulièrement puissante au Japon. Dans les jardins de pierre, rien de tout cela, et seulement, semble-t-il, l'immobilité, l'immuabilité et l'inaltérabilité de la roche. Celle du Ryoanji se signale en outre par la simplicité de leurs matériaux. Les pierres qui le composent n'ayant rien de remarquable, très différentes en cela des pierres privilégiées par les paysagistes chinois qui apprécient au contraire, et je cite François Berthier, l'aspect singulier ou la veinure rare. Quelconques et peu nombreuses, les pierres du Ryoanji laissent beaucoup de place au gravier ratissé et, ainsi que le souligne Berthier, au vide. Le paysage qui s'offre ainsi se caractérise par la combinaison d'une matérialité très pleine, très présente, l'immuabilité minérale, et du vide ménagé par la dispersion des pierres. Leur rapport est au fondement du dynamisme qui l'anime, malgré l'absence de mouvement directement perceptible. La répartition des pierres soutient la mobilité du regard porté sur elles, naviguant d'un groupe de roches à l'autre, allant et venant, se posant, hésitant, partant, revenant. L'aménagement de ce jardin témoigne ainsi de la répugnance des moines zen pour les images religieuses et l'art bouddhiste de leur temps, peinture et sculpture principalement, qu'ils rejetaient comme étant idolâtres. Donc malgré sa beauté hiératique, le jardin de pierre du Ryoanji atteste du caractère irrévérencieux du zen et de sa remise en question de la capacité des images à imposer un sens déterminé, à véhiculer une imagerie préconçue, c'est-à-dire à immobiliser et à figer, dénonçant ainsi le pouvoir paralysant des images qu'Agamben appelle leur ligatio. Cette méfiance pour ce que quelqu'un comme Basile Doganis, qui est un commentateur d'Ozu, appelle des images figées, inertes et rassurantes, et le genre de fixation qu'elles opèrent, qui est celle du cliché, est au cœur de la scène de printemps tardif. Elle est aussi au fondement de la distinction qu'elle établit entre le fait de regarder quelque chose et le fait de contempler. De même que la mer et le ciel, le jardin de pierre n'est pas une absence, mais il ne s'agit pas non plus d'objets pouvant être embrassés et dont un regard donnerait la mesure. Il le déborde de toutes parts, non pas du fait d'une agitation impossible à suivre, mais simplement de leur présence. La mer, le ciel, le jardin de pierre apparaissent dans un excès qui est aussi bien un manque, qui renvoie le regard à son impuissance alors même qu'il regarde. Cet état du regard, qui regarde en quelque sorte avec son impuissance à regarder, pour paraphraser Agamben, correspond au registre de la contemplation, dans le sens où contempler n'est pas à comprendre comme la contemplation d'un objet. Ce n'est pas la mer ou le ciel comme objet du regard, comme symbole ou comme signe qui font la contemplation. Elle ne vient pas de leurs attributs, ni même de leur beauté. Ils font la contemplation du fait de ce manque et de cet excès, du fait qu'ils sont le vide et le plein. Aussi, ce qui, dans ces scènes, est partagé par les personnages, ce n'est pas l'objet de leur regard coordonné, mais bien la contemplation, cette attitude à la limite entre activité et passivité, ce désœuvrement du regard. Donc, le désœuvrement est un concept cardinal de la pensée d'Agamben qui concerne le caractère proprement éthique et politique de l'action humaine, qui se rapporte à la question de la puissance. Donc, la conception, je vais détailler un petit peu, la conception qu'Agamben a de la puissance est issue de sa lecture de la métaphysique d'Aristote et de l'élaboration que celui-ci fait du rapport entre puissance et acte. Donc, ce qui est absolument central pour Agamben, donc pas tant la transformation de la puissance en acte, que la relation de la puissance à elle-même, si l'on peut dire, et plus précisément le rapport de la puissance à sa propre impuissance. Je dis sa propre impuissance parce qu'il ne s'agit pas du rapport d'une puissance en général à une impuissance qui en serait dissociée. Ce rapport concerne une même capacité ou une même faculté qui est effectivement acquise, c'est-à-dire un moyen. C'est pourquoi le terme d'impuissance n'est pas tout à fait juste, même si Agamben l'utilise.
Il s'agit plus précisément d'une puissance de ne pas, la puissance de ne pas faire ou être ce dont on a la capacité. Donc pour l'illustrer, l'exemple classique qu'Agamben est celui du joueur de sitar, qui a la capacité de jouer de la sitar qu'il en joue ou non. Autrement dit, sa puissance de jouer existe comme telle, indépendante de son passage à l'acte. Son actualisation n'en est qu'une possibilité. Au contraire, la puissance considérée seulement par rapport à son passage à l'acte est en fait à peine distincte de l'acte, elle se perd en quelque sorte dans l'acte. Du coup, la puissance de ne pas constitue l'expérience la plus propre de la puissance, parce qu'alors, elle existe effectivement sous la forme d'une puissance ou d'une possibilité, d'une potentialité, indépendamment de son actualisation. Je cite Agamben, la puissance est définie essentiellement par la possibilité de son non-exercice. C'est ainsi que se comprend l'idée que la puissance se présente avant tout comme privation, la privation d'une certaine faculté qui est effectivement acquise, possédée. Donc le désœuvrement désigne un mode de l'action dont le régime est décelable dans l'étymologie du terme, désœuvrement, qui suggère l'action de défaire une œuvre, d'aller à l'encontre de la logique de sa création sans toutefois l'empêcher. Aussi, une œuvre n'est-elle pas seulement la réalisation de la puissance qui lui a donné naissance, elle porte également en elle la puissance de ne pas lui donner naissance. Agamben dit qu'ainsi, elle est bordée de non-être, qui est l'exposition de cette puissance de ne pas. Désœuvrer une activité se comprend ainsi comme un mouvement de retour, un retour à la puissance ou à la potentialité qui lui a donné naissance, c'est-à-dire à la puissance en tant qu'elle entretient un rapport vital à sa propre impuissance. Il s'agit essentiellement de retrouver cette impuissance là où elle règne et elle endure, comme le dit Agamben. Donc on touche ici à l'importance que sa pensée accorde à la passivité, à la part passive de l'agir, qui n'est pas réduite aux choses subies ou imposées. Elle correspond essentiellement à cette possibilité de ne pas transformer une certaine potentialité en acte, à ne pas la considérer seulement à partir des effets qu'elle peut générer. Il s'agit de la pensée hors de sa transformation en action univoquement positive, actualisée, c'est-à-dire en dehors de son opérativité, de son effectivité, pour reprendre les termes d'Agamben, de sa pure exécution et de sa mise en œuvre. Ceci, bien qu'une telle identification, donc entre action et effectivité, puisse nous sembler à bien des égards évidente ou tautologique, tant il est vrai, je cite Agamben, qu'il s'agisse de l'être ou de l'agir, nous n'avons pas aujourd'hui d'autre représentation que l'effectualité, n'est réelle que ce qui est effectif et comme tel, gouvernable et efficace. Fin de citation. Donc l'enjeu des scènes de communion des films d'Ozu, qui montrent un partage de la contemplation comme désœuvrement du regard, c'est-à-dire une dissociation de la puissance de regarder, de tout rapport cognitif à ce qui est vu, de toute évaluation de la situation pour y intervenir, peut ainsi se reformuler à partir de l'idée qu'elles offrent une image de cette dimension passive, endurée de l'action. Elles en déposent l'effectivité. Donc il s'agit de considérer de la sorte un cinéma conçu autrement que comme une capacité d'action à mobiliser en vue de produire des effets, un cinéma en contact avec cette dimension passive. Le concept de geste permet de préciser un peu à quoi il correspond, de quoi il retourne. Pour Agamben, en effet, le geste, tout en s'inscrivant dans la sphère de l'action, se situe hors de l'opposition traditionnelle entre agir et produire. Donc produire ou faire est en effet un moyen en vue d'une fin. Agir, au contraire, est une fin sans moyen, dans le sens où bien agir est en soi-même sa propre fin. En revanche, je cite de nouveau Agamben, dans le geste, c'est la sphère non pas d'une fin en soi, mais d'une médialité pure et sans fin qui se communique aux hommes. Médialité étant à prendre ici comme ce qui se rapporte aux moyens. Pour Agamben, un peu l'exemple qu'il donne, ce qui décrit fondamentalement ce qu'est un geste, c'est la danse, dans la mesure où elle consiste tout entière à supporter et à exhiber le caractère médial des mouvements corporels, c'est-à-dire leur statut de moyen offert à la possibilité. Cette exhibition ou exposition de moyens purs, c'est-à-dire dégagés de leur soumission à une fin, caractérise ainsi le registre du geste, et c'est à ce titre qu'il peut décrire le cinéma, en tant qu'il donne accès à une potentialité dégagée de sa soumission aux effets qu'il peut produire.
Ainsi, Agamben souligne que, et je le cite, « ce qui caractérise le geste, c'est qu'il ne soit plus question en lui ni de produire, ni d'agir, mais d'assumer et de supporter. Autrement dit, le geste ouvre la sphère de l'éthos comme la sphère la plus propre de l'homme, c'est-à-dire l'éthique comme ce qui fonde la vie collective. » Donc le caractère décisif qu'il accorde au fait d'assumer et de supporter rappelle l'observation de Hasmi selon laquelle ce qui se produit dans ces scènes de communion des films d'Ozu est une décontraction de la durée. Autrement dit, ce dont il est question en elle est un temps offert aux personnages pour se tenir ensemble en dehors de toute transitivité, fonction à laquelle fait écho la banalité des dialogues, l'échange verbalisé n'en étant pas le propos. Aussi, ce que la contemplation en tant que désœuvrement du regard offre dans ces scènes est ce temps dans lequel les corps des personnages se tiennent et demeurent ensemble. Merci.